décarbonation, continuons d'en parler. Mais alors, on en a un peu parlé, mais on va parler ça sous l'angle du fret et de la logistique. Le sujet de cette table ronde, c'est fret décarboné. Où va l'axe Seine? Point d'interrogation. On va essayer d'y répondre avec nos 4 intervenants. Florence Genchef, vous êtes directrice générale de Logistique Seine-Normandie, qui est un réseau d'entreprises autour de la supply chain. Jean-Olivier Martin, vous êtes directeur régional d'Enedis. Olivier Ferrin, vous êtes directeur des flux et des filières chez Aropa, dont on a beaucoup parlé dans les précédentes tables rondes. Aropa étant l'établissement public qui chapeaute maintenant les 3 grands ports de l'axe Seine, je le rappelle pour ceux qui auraient manqué le début. Et puis Dominique Ritz, vous êtes directeur territorial de VNF pour le bassin de la Seine. Et vous êtes aussi, on va le dire quand même au passage, à partir de l'année prochaine, directeur de l'établissement Port de Rouen d'Aropa. Voilà. Donc vous avez les 2 pieds, un pied dedans, un pied dehors. Donc vous nous intéressez tout particulièrement. Olivier Ferrand, j'ai envie de vous demander, on a parlé de beaucoup d'Aropa, je le disais, de nous dire dans cette course à la décarbonation, on a souvent coutume de dire que les ports belges et néerlandais font la course en tête. Est-ce que vous pouvez nous dire où on est à Aropa? Oui, naturellement. Sur le fret décarboné, je parle du fluvial et du train où on a un peu quelques maillons faibles. Donc est-ce que vous pouvez nous planter le décor là aussi? Oui, volontiers. Pour essayer de vous planter le décor, quelques mots peut-être sur ce que nous appelons techniquement nos parts modales pour les modes massifiés. Les modes massifiés pour un port et pour les flux logistiques, c'est le train et la barge. Si on prend les flux conteneurisés qui arrivent aujourd'hui essentiellement au port du Havre, ces flux Interland, c'est environ 1,8-2 millions de boîtes par an. Et sur ces 2 millions, il y en a environ 10% qui sont prêts ou post-acheminés sur la voie d'eau, tandis qu'environ 4% sont aujourd'hui prêts ou post-acheminés sur le train. Donc ça fait moins de 15% au total, si je compte à peu près correctement, ce qui nous place sensiblement en dessous des ports avec lesquels nous sommes aujourd'hui en concurrence, c'est-à-dire principalement le port d'Anvers et puis dans une moindre mesure le port de Rotterdam. Donc ça c'est la situation pour les produits conteneurisés. Tout autre est la situation pour les produits en vrac, où là, on a une part des modes massifiés qui est significativement supérieure. Je n'en donnerai qu'un exemple, puisque nous sommes ici à Rouen, je prendrai l'exemple des céréales. Si on prend la filière céréales, si on regarde le pourcentage des marchandises exportées par voie maritime qui est pré- ou post-acheminé par le train ou par la barge, on arrive à un total d'environ 32-33%. Un tiers des volumes utilisent les modes massifiés. Je pourrais faire un constat rigoureusement identique pour la filière BTP ou pour d'autres filières vrac. Donc le constat, c'est une assez grande maturité dans le recours au mode fluvial et au mode ferroviaire pour les filières vrac. En revanche, des perspectives de progression assez fortes dans ce domaine sur la filière des produits conteneurisés. Alors comment est-ce qu'on réagit à ça? Parce que la filière des produits conteneurisés, c'est la filière la plus rémunératrice, la course mondiale au conteneur. Comment est-ce qu'on réagit à ça et comment est-ce qu'on progresse? Alors, il n'est pas tout à fait exact de dire que la filière des produits conteneurisés est la plus rémunératrice. Quand on regarde nos recettes, ce sont les produits, les vracs liquides et notamment les produits pétroliers qui aujourd'hui sont de très très loin les plus rémunérateurs. Comment est-ce qu'on réagit à ça? Nous initions toute une série de plans d'action pour essayer d'augmenter cette part modale des modes massifiés. Pour citer quelques initiatives récentes, nous avons lancé il y a environ 1 mois et demi de ça 2 appels à manifestation d'intérêt tournés vers les opérateurs de transport massifié, fluvial ou ferroviaire, de façon à les inciter à développer de nouveaux services ou à consolider les services existants. Donc cette AMI, ces 2 AMI aujourd'hui sont en cours et donc nous attendons avec impatience les réponses. Nous savons d'ores et déjà que plusieurs transporteurs ferroviaires ont des projets de développer de nouveaux services ferroviaires, nous connectant à un certain nombre de zones dans l'Hinterland, notamment la façade atlantique. Pour ne citer que ce cas de figure. Par ailleurs, au quotidien, nos équipes commerciales s'emploient à travailler aux côtés de l'ensemble de nos clients chargeurs pour les aider à identifier des pistes
de massification. Donc en pratique, on regarde comment leur chaîne logistique aujourd'hui est construite et on essaye de voir, à travers des études le cas échéant, des études de modélisation logistique, ce qui pourrait être fait pour qu'une partie de ces flux, ou éventuellement la totalité, bascule sur la voie d'eau ou sur le train. Alors, est-ce qu'il y a des signaux forts, ou faibles d'ailleurs, qui vous disent que ça y est, les chargeurs commencent à comprendre que ça pourrait présenter un intérêt? Vous avez pleinement raison. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas nouvelle, mais qui est en train de s'amplifier, et de s'amplifier de manière très puissante. J'en donnerai un seul exemple. C'est l'exemple du mine de Rungis. Aujourd'hui, il y a l'équivalent de 60 000 boîtes en maritime qui sont destinées à l'approvisionnement de ce marché en fruits et légumes. Et ces 60 000 boîtes passent à 95% par Anvers et par Rotterdam. Je dis bien à 95%. Et en sachant que la chaîne logistique repose, une fois que les marchandises sont arrivées à Anvers ou à Rotterdam, sur des flux de camions depuis ces deux ports vers le marché de Rungis, avec toutes les incidences qu'on peut imaginer sur les émissions de carbone, de NOx, de SOx, de tout ce que vous voulez. Notre enjeu, c'est de convaincre les chargeurs concernés, les importateurs concernés qui maîtrisent les chaînes logistiques, qu'il y a une voie de passage, qu'il y a un chemin pour basculer sur Le Havre ou sur Rouen, le cas échéant, et un chemin critique à utiliser aussi la voie d'eau ou le train pour rallier Rungis. Et on sent dans les échanges qu'on a aujourd'hui, il se trouve que je recevais vendredi le président de la fédération sud-africaine d'export des fruits et légumes, qui contrôle à peu près 95% des exports de fruits et légumes d'Afrique du Sud. Eh bien, cette personne-là s'est montrée extrêmement sensible à l'argument de l'impact carbone. On ne raisonne plus aujourd'hui strictement en euros. On ne raisonne plus strictement en espèces sonnantes et trébuchantes. On est obligé de prendre en compte l'impact carbone des chaînes logistiques. Parce que tous ces chargeurs, qui sont le plus souvent des grands groupes, ont des exigences de reporting. Il y a le reporting financier et à côté de ça, il y a le reporting extra-social. Et donc, tout ça doit figurer désormais dans des rapports destinés aux actionnaires de ces groupes. Les choses bougent. Dominique Ritz, vous allez peut-être nous dire la même chose, mais j'aimerais que vous reveniez sur un point dont on a parlé en préparant cette table ronde. Vous m'avez dit, alors ça paraît paradoxal, mais ça va être, enfin, pas paradoxal, mais évident, mais ça va mieux en le disant. Dans l'axe Seine, il y a Seine, et la Seine, c'est la chance. Et c'est une chance par rapport au Rhin, dont on sait que cet été, il a subi, il y a eu des problèmes pour faire circuler les barges. Pourquoi est-ce que la Seine est aussi, on va dire, résistante à ce genre de phénomène qu'on va rencontrer de plus en plus dans l'avenir? Merci. Alors, vous avez parfaitement raison. La Seine est un atout majeur pour la Normandie et plus globalement pour les territoires qui sont le long de cette infrastructure. C'est une infrastructure extrêmement performante, c'est une infrastructure qui participe, quand on l'utilise, à la compétitivité, je pense, de nos économies, qui dessert la première, en tout cas une des premières conurbations urbaines d'Europe, l'Île-de-France, qui dessert des ports comme Le Havre, comme Rouen, qui dessert des territoires extrêmement industrialisés et qui peut être mise à profit pour justement développer une logistique décarbonée et compétitive. Alors pourquoi nous avons à VNF une confiance extrêmement importante dans la Seine, et pourquoi notamment, je vous disais que nous ne craignons pas les problèmes que le Rhin avait pu rencontrer avec des bases d'eau qui se sont opposées à l'usage fluvial, navigable du Rhin, tout simplement parce que cette Seine, elle a été aménagée au fil du temps. Elle est aujourd'hui, ponctuée par des barrages qui créent en fait des effets volumes qui viennent tamponner les effets climatiques et qui plus est sont soutenus par les grands lacs de Seine, très en amont, qui apportent en période d'étiage des volumes d'eau considérables. Et en fait, le risque que demain nous n'ayons plus sur la Seine une capacité à naviguer est extrêmement faible. On peut considérer que nous avons une infrastructure aujourd'hui extrêmement résiliente en fait contre ces phénomènes, et qui est une infrastructure, encore une fois, on le sait insuffisamment, je pense, mais enfin, d'ores et déjà aujourd'hui, le fluvial, c'est 4 fois moins de CO2
à la tonne transportée que le transport routier. C'est 4 fois moins d'énergie. Et au moment où on parle de sobriété, tout à l'heure, on avait un certain nombre d'intervenants qui nous dépeignaient des paysages extrêmement inquiétants sur le besoin énergétique. Et bien, recourir au fluvial, c'est faire des économies d'énergie. 3,8 milliards de tonnes kilomètres transportées sur le bassin de la Seine en 2021. Eh bien, quand on regarde, ça représente la consommation énergétique de 1,5 fois l'ensemble des ménages parisiens. C'est énorme en fait. C'est énorme l'économie que le fluvial permet. Et ce fluvial sur l'axe Seine, il n'est pas saturé. C'est un mode dynamique, c'est un mode qui peut tout transporter, on l'a dit, des vracs, mais aussi des conteneurs et tout un tas de choses. C'est un mode qui se développe dans la logistique urbaine. C'est en fait une énorme chance que nous avons aujourd'hui, et notamment ici en Normandie, parce que c'est un mode qui peut accompagner cette ambition de réindustrialisation et créer à la fois des dessertes locales extrêmement performantes, donc dans une économie circulaire, mais aussi accompagner notre développement à l'international et de manière extrêmement... Dans quelques mois, la métropole du Grand Paris va interdire l'entrée aux véhicules qui possèdent une vignette critère 3. Elle le fait déjà pour les 4 et 5. Est-ce que c'est un accélérateur pour le transport fluvial ? Alors c'est évident que c'est un accélérateur pour le transport fluvial et on le vit au quotidien aujourd'hui avec énormément, ça a été dit par M. Ferrand, on observe une nouvelle appétence. On observe un intérêt d'acteurs qui jusqu'à présent ne s'y pas et on l'observe sur des champs sur lesquels le fluvial était fortement étranger, qui sont notamment la logistique urbaine. Et donc aujourd'hui, vous avez des grands acteurs qui ont envie de se tourner vers le fluvial parce que ça permet d'entrer dans les agglomérations, ça permet d'aller au plus proche des clients, ça permet de réduire finalement au strict nécessaire la partie incompressible du transport routier. Et ça, en fait, évite au sein des agglomérations des kilomètres routiers qui sont difficiles aujourd'hui à faire, qui posent des problèmes effectivement au plan des émissions, au plan de la pollution, au plan de la sécurité, au plan du confort que recherchent aujourd'hui nos concitoyens. Recourir au fluvial, c'est la possibilité de les limiter, c'est la possibilité de construire une logistique vraiment durable. Et donc on a des très très grands acteurs, je ne sais pas si je peux les citer ici, mais enfin, vous les connaissez sans doute, Ikea, qui a envie de se tourner vers le fluvial, La Poste, l'Ireco, Saint-Gobain, Point P, beaucoup d'entreprises qui jusqu'à présent étaient peu orientées vers ce fluvial, aujourd'hui s'y tournent, ouvrant un champ nouveau pour ce mode qui, au-delà d'être d'ores et déjà très performant, a envie lui-même de se décarboner encore plus. Nous travaillons avec Aropa, avec la Banque des Territoires, avec un certain nombre d'acteurs à la décarbonation à quai du transport. Les opérateurs, excusez-moi, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est le micro. Aropa va vous aider. Voilà. Regardez. Merci. Les opérateurs eux-mêmes, on parlait de PME tout à l'heure, de Mittelstand, j'entendais. J'aime bien l'Allemagne parce que j'ai une moitié allemande, donc c'est quelque chose qui me parle bien. Aujourd'hui, nous avons des opérateurs fluviaux qui sont beaucoup issus de PME, de petites entreprises, et qui s'engagent aujourd'hui résolument dans la décarbonation, qui ont envie d'opter pour de nouvelles sources d'énergie. On travaille avec GRT Gaz sur l'identification des besoins d'avitaillement de nouvelles énergies. Alors ça sera, et je pense, beaucoup plus tard, en tout cas, enfin, dans l'avenir, de l'hydrogène, mais aussi des biocarburants. En tout cas, il y a une démarche extraordinaire qui s'engage sur le fluvial. Vraiment, je regardais les chiffres encore avant de venir. En 2020-2019, on avait à peu près 5-6 bateaux par an qui se tournaient vers la décarbonation, vers la transition énergétique. En 2022, il y en a 50. Bien. Merci beaucoup. Alors Florence Genschetz, vous êtes un peu la sentinelle de tout ça en tant que réseau d'entreprises. Alors on nous dit la filière se décarbone, enfin la logistique, la supply chain se décarbone, les transporteurs aussi, c'est vrai ça ? Alors les transporteurs s'interrogent. Je préfère le dire comme ça, même si effectivement ils sont très sensibilisés à la question et ils se disent de toute façon il va falloir qu'on passe le pas. Mais ils restent quand même très inquiets dans le sens où il y a quand même un manque aujourd'hui de certitude
d'informations sur à quelle échéance on va pouvoir avoir des tracteurs, par exemple, qui vont fonctionner à l'hydrogène, à quelle échéance on va avoir aussi la possibilité de pouvoir investir dans de nouveaux tracteurs avec des énergies nouvelles, mais à des prix qui soient acceptables. Et est-ce que ces énergies, on peut parler de l'hydrogène, seront accessibles aussi à des coûts qui sont finalement ISO ou à minima au même coût que le gazole aujourd'hui. Hein, même si effectivement on parle d'image et que vous l'avez très clairement dit, on doit aussi se tourner, c'est l'avenir, hein, donc les transporteurs en ont aussi conscience, mais il faut aussi que tout ça réponde à un modèle économique, parce qu'on l'a dit aussi à une précédente table ronde, l'économie c'est aussi ce qui fait tourner une entreprise, donc voilà, il faut rester... Merci beaucoup. Merci au micro d'Aropa. Là, on parle de transport routier. On a vu qu'il va encore constituer une large part, et je ramasse mes papiers verts, en même temps une large part du transport demain. Quand les transporteurs adhérents de LSN vous interrogent, qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, passe à l'électrique, passe à l'hydrogène. Et bien justement, alors c'est tout l'enjeu. Là, on lance une action en partenariat avec Normandie Maritime, l'IDIT, donc l'Institut du droit international des transports, et CIRCOE, qui est un cabinet d'études qui va nous aider dans la modélisation, et l'AFT, que je n'oublie pas, l'AFT Île-de-France, pour justement éclairer nos adhérents. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on pousse beaucoup sur l'hydrogène, donc on a tendance à leur dire oui, effectivement, et je pense que ce sera l'énergie de demain, mais à quel coût, à quelle échéance, effectivement, et donc les éclairer, comment c'est produit, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément faites par rapport à un usage qui est celui du transport. Donc on va s'appuyer sur des experts, la filière Normandie Énergie, par exemple, sera évidemment un partenaire important pour nous. Régis en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, mais c'est voilà, avec France Chimie, avec les experts aussi de l'hydrogène, on travaillera. Mais l'idée, c'est vraiment de les éclairer sur quelles peuvent être les énergies vers lesquelles ils peuvent aller demain, à quel coût, sous quelles conditions, à quelle échéance, court, moyen, long terme, y compris sur des énergies qui peuvent être embryonnaires aujourd'hui. Et puis surtout aussi, dans un deuxième volet, essayer d'éclairer les pouvoirs publics. Parce que sans station, on l'a dit aussi préalablement, évidemment, on ne va pas encourager les constructeurs à avancer rapidement sur des tracteurs qui vont fonctionner sur des énergies nouvelles. On ne va pas non plus inciter nos acteurs transporteurs à se poser la question de, effectivement, soit rétrofiter des camions, soit investir, soit penser énergie de demain. Donc c'est un vrai écosystème et tout ça doit fonctionner aussi avec les territoires qui doivent mettre à disposition des stations pour nos transporteurs et pour les tracteurs de demain. Donc ça c'est aussi l'objet de cette étude qui normalement sera rendue disponible fin 2023. Et donc on va interroger les transporteurs en amont et puis en aval, une fois qu'on les aura éclairés, qu'on aura vulgarisé aussi toutes ces informations, et puis continuer évidemment à accompagner les territoires et essayer de leur donner des estimations de volumétrie sur des intentions que les transporteurs pourraient avoir pour basculer vers telle typologie d'énergie. Parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Voilà. Jean-Olivier Martin, alors on peut être surpris de voir Enedis, gestionnaire transport de l'électricité, autour de cette table, après tout sur le fret. Mais expliquez-nous pourquoi vous êtes là tout bonnement. Alors pourquoi je suis là ? Je pense que c'est, Régis Saadi l'a très bien résumé tout à l'heure, décarboner, c'est électrifier. Et donc je suis très heureux d'être avec vous à cette table ronde sur le fret décarboné, car la décarbonation par l'électrification des usages, c'est un enjeu stratégique majeur pour Enedis. Le réseau public de distribution d'électricité, c'est la colonne vertébrale de cette électrification, et donc c'est la colonne vertébrale de la décarbonation en France. Alors Enedis en Normandie, quelques éléments, je pense que c'est important de le rappeler, c'est 1700 salariés, c'est près de 350 millions d'euros investis chaque année dans l'économie locale, et puis c'est près de 100 000 km de réseau qu'on adapte à la transition écologique et qu'on adapte avec des partenaires comme on peut avoir avec Aropa et VNF, avec lequel on travaille justement à la décarbonation de l'axe Seine. Alors aujourd'hui, sur l'axe Seine, cette action de décarbonation, je trouve qu'elle est très bien engagée, puisqu'il y a énormément d'actions qui sont faites, de l'embouchure de l'estuaire de la Seine jusqu'à l'Île-de-France. Et Enedis accompagne Aropa et VNF, j'ai envie de dire, sur 4 ou 5
actions principales. Et ces actions principales, la première, je pense, c'est l'évaluation des projets de développement, des zones portuaires, des projets de développement industriels qu'on peut avoir sur cet axe Seine. C'est essentiel de le faire très en amont, de façon à ce que nous, on puisse préparer les capacités d'accueil au niveau du réseau de distribution d'électricité pour que ces projets puissent se dérouler dans les meilleures conditions de coût et de délai. La deuxième chose, c'est les études d'impact très précises. Une fois qu'on sait que les projets sont là et qu'ils ont une échéance bien déterminée, c'est les études d'impact, en travaillant aussi avec ces acteurs de façon à optimiser les coûts de raccordement. C'est la mise en œuvre, bien sûr, des raccordements, c'est le suivi technique et l'accompagnement de nos partenaires industriels. Et puis enfin, un point qui me semble essentiel dans le cadre de tout ce qu'on fait autour de la sobriété énergétique, c'est la mise à disposition des données de consommation des ports, pour permettre effectivement une meilleure maîtrise de la demande de l'énergie. Donc c'est tout l'accompagnement que souhaite faire Enedis sur les projets industriels, en Normandie en général, mais bien sûr l'axe Seine qui concentre une grande partie d'entreprises en Normandie. On parle là d'électrification des quais, entre autres projets, c'est-à-dire la fourniture de bornes à quais électriques pour les navires. Sujet qui n'est pas très glamour, je vous le concède. Non. Sujet qui, pour la décarbonation, mais il est essentiel. Et tout de même clé, si on se souvient par exemple des débats et des polémiques qu'il y a eu cet été à Marseille sur la pollution des navires de croisière. Donc c'est à mettre en regard de ça. Oui, exactement. Je pense qu'il faut bien avoir en tête que finalement un navire à quai, c'est plusieurs tonnes de gazole ou de carburant consommés par heure. Et que les émissions, alors c'était une étude qui avait été faite en 2017 sur les émissions des navires de croisière en termes de particules de dioxyde de carbone, d'émissions de gaz à effet de serre au niveau de la communauté urbaine du Havre. Ça représentait quasiment l'ensemble des émissions du parc automobile de la communauté urbaine du Havre. Donc il y a un enjeu très très fort à électrifier. Lorsque ces bateaux sont à quai, qu'ils puissent se raccorder à une source d'électricité décarbonée. Voilà. Et donc les besoins sont multiples, parce qu'on va avoir des besoins sur le fret, c'est l'objet de cette table ronde, mais on a aussi des besoins pour tout ce qui est transport de passagers, navires de croisière, paquebots, qui eux aussi sont des très gros émetteurs à la fois de dioxyde de carbone et puis de dioxyde d'azote. Donc il y a un gros enjeu à ce que ces navires puissent se raccorder à quai. Merci beaucoup. Olivier Ferrand, on a parlé tout à l'heure de signaux plutôt positifs vers la décarbonation. La route est encore longue, la pente est raide, comme disait, je ne sais plus quel Premier ministre. Quels sont les points bloquants que vous identifiez aujourd'hui pour qu'on puisse aller plus vite, pour atteindre la neutralité carbone en 2050 En 2050, c'est après-demain. Je vous donne mon micro. Le micro européen. Ouais, ça y est, ça marche mieux. Si on se place dans l'horizon qui est celui de la stratégie nationale bas carbone qui vise en effet la neutralité carbone à horizon 2050, je pense qu'il faut avoir une approche globale et intégrale du sujet. Le fret est une des composantes à décarboner, à l'évidence. Donc j'ai mentionné ce que nous faisions pour essayer d'augmenter le recours au mode massifié chez les chargeurs, mais il faut aussi prendre en compte naturellement l'aspect industriel, parce que les ports sont des zones industrielles majeures. Or, on arrive à un stade ici de la réflexion où tout a été dit et fort bien dit. Donc, simplement pour reprendre les choses peut-être sous un angle un peu différent, notre ambition, c'est de faire en sorte que le tissu industriel existant puisse se pérenniser dans la durée. Donc, il va falloir l'accompagner dans l'effort de décarbonation et parallèlement, et ça c'est le volet offensif de notre stratégie, de faire en sorte qu'il y ait de nouvelles industries qui viennent chez nous. Alors, et si possible des industries qui relèvent de la transition écologique. Le nerf de la guerre, ça a été fort bien dit par Virginie Carollo précédemment, c'est le foncier. Parce qu'il faut des terrains pour pouvoir accueillir de nouvelles industries qui sont des industries qui vont être au service des industries traditionnelles qui émettent du carbone, ou ce sont des industries qui vont s'inscrire directement dans le sillage de cette transition écologique.
Exemple, les motorisations électriques, les batteries pour les moteurs électriques. Quand je regarde les dossiers que je vois passer commercialement depuis 2-3 ans, l'unité de compte, c'est 80 hectares. Pour le dire vraiment trivialement, en dessous de 80 hectares, aujourd'hui, tu n'as plus rien. Ces 80 hectares, on ne les a pas. Il se trouve que LSN réalise chaque année un intéressant observatoire du foncier logistique à l'échelle de l'ensemble de la vallée de la Seine, donc périmètre normand et francilien réunis. Le terrain le plus grand, aujourd'hui, directement aménageable, se trouve à Sées, dans l'Orne, au sud de la Seine. Au niveau des zones portuaires, j'entendais dire précédemment que Aropa avait la capacité à accueillir. Ce fut le cas, et je suis en train de parler au passé. Parce qu'on a un taux d'occupation de nos plateformes qui aujourd'hui tangente les 100%. Alors c'est le cas des principales plateformes franciliennes, Gennevilliers, Bonneuil, Limay, taux d'occupation 98-99%. À Rouen, il me reste aujourd'hui à commercialiser 3 terrains de plus de 7 hectares et c'est fini. Et au Havre, on vient juste de lancer 3 appels à projets qui sont un franc succès, beaucoup de demandes. Derrière, il nous reste une quinzaine d'hectares ou une trentaine au grand maximum. Voilà. Donc, on arrive à un stade critique, et je pèse mes mots, un stade critique où on n'a plus de foncier pour accueillir des industries qui doivent précisément nous permettre d'atteindre l'objectif de la neutralité carbone. Voilà très précisément où nous en sommes aujourd'hui. D'accord, un verrou important dans ce que vous dites. On a vu le verrou des compétences et le verrou du foncier, il est aussi clé. Est-ce que dans la logistique fluviale, ce problème... Oui, on va balader le micro. Est-ce que dans la logistique fluviale, ce problème se pose également ? Alors évidemment, le problème du foncier est un problème général et il va se poser dans la logistique fluviale. Malgré tout, et je tiens à le dire, on n'a pas besoin d'être bord à voie d'eau pour recourir au fluvial. Aropa met en œuvre des quais à usage partagé qui sont accessibles par des entreprises qui ne sont pas situées dans le périmètre de portuaire. Et donc, il n'y a pas d'obstacle, a priori, pour utiliser le fluvial, à être vraiment... une entreprise située, en tout cas à une distance raisonnable de la voie d'eau, en principe, peut recourir à cette voie d'eau si effectivement elle organise sa logistique en conséquence. Dans le fluvial, j'ai envie de dire aujourd'hui, au-delà du problème du foncier, c'est d'abord un problème de volonté. C'est un problème de recourir au mode massifié, c'est recourir à une logistique un peu plus complexe parce que vous faites du pré et du post-acheminement, vous avez plus d'acteurs, c'est un petit peu plus compliqué, ça demande en fait un peu plus d'efforts. Et il faut être prêt à faire ces efforts. Je pense que vraiment, quand je dis que ici sur les territoires normands, mais les territoires aussi de l'Île-de-France, la Seine est une vraie chance, c'est une vraie chance, c'est une chance. Nous avons là... une infrastructure à haut débit non saturée qui offre une opportunité de développer une logistique extrêmement fiable, extrêmement performante. Il faut la saisir et ça ne s'adresse pas qu'aux entreprises qui sont dans les ports. Quand bien même je suis effectivement, et dans mes futures fonctions, très intéressé à ce que les entreprises soient dans les ports et singulièrement dans le port de Rouen. Pour autant, c'est vraiment une infrastructure qui aujourd'hui est ouverte à tous avec des partenaires, j'entends les opérateurs de transport fluviaux, qui sont des partenaires extrêmement intéressants, dynamiques. Il faut sortir de l'image du fluvial, de l'homme de Picardie, c'est plus ça aujourd'hui. On a vraiment affaire à des bateaux, à des opérateurs de premier plan, qui se tournent vers l'Internet des objets, qui se tournent vers... les systèmes d'information, qui se tournent vers l'autonomisation. Nous avons lancé dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 un appel à projet pour des bateaux autonomes. Alors, je ne sais pas exactement encore ce que ça va donner, mais nous attendions le résultat des offres lundi dernier, 18h. À 18h, nous avions 7 groupements d'entreprises, dont des start-up françaises, dont des belles entreprises françaises, dont des entreprises normandes, qui avaient répondu et qui nous ont proposé de développer, dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, des démonstrateurs de bateaux autonomes. Oui, parce que pour le coup, effectivement, on ne l'a pas dit, mais les Jeux Olympiques 2024 vont constituer une vitrine absolument formidable pour la Seine. Ça, c'est vrai. Est-ce que ça pourrait être de nature à convaincre ou est-ce qu'on est là dans le... Moi, je suis absolument convaincu que nous avons un événement iconique qui s'appelle les Jeux Olympiques, qui reviennent en France, si on s'en tient au rythme
antérieures une fois tous les 100 ans, mais je ne suis pas certain qu'en 2124, nous les aurons de nouveau en France. On a un événement qui va être regardé par des milliards de téléspectateurs qui met la Seine au centre de ses préoccupations, hein, et avec des épreuves qui vont se tenir au Havre. C'est tout l'axe Seine qui, en fait, aujourd'hui, est au cœur de cette actualité extraordinaire que constituent les Jeux Olympiques. C'est évidemment une opportunité fabuleuse pour tous les acteurs, pour nos entreprises, pour les acteurs du fluvial, évidemment les acteurs fluviaux qui transportent des passagers, mais aussi pour ceux qui transportent des marchandises, parce que c'est l'occasion aussi de valoriser cette logistique fluviale qui est extrêmement performante et qui, encore une fois, est un élément pour moi futur de la compétitivité de grand nombre d'entreprises. Merci. Laurence Genchev, alors j'ai envie de vous entendre peut-être réagir sur tous ces points-là et je vais vous passer mon micro dès que j'aurai fini de poser ma question. Ah ben voilà, merci beaucoup. Dites-moi, est-ce qu'il y a, vous, des signaux forts qui vous disent que vraiment les mentalités sont en train de changer dans le fret décarboné, dans la logistique ? Alors oui, parce ou est-ce que la contrainte elle est réglementaire, hein, Non, elle n'est pas que réglementaire, parce que je pense qu'il y a quand même une prise de conscience globale quand même qu'il faut faire changer les choses, et le transport, la logistique est avant tout, est un acteur de ce changement. Donc non, les entreprises en ont conscience. Maintenant, je reviens toujours sur l'aspect économique qui reste quand même le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à concilier finalement une performance économique de l'entreprise avec une performance écologique, de transition énergétique. Donc voilà, et après il y a beaucoup de facteurs anxiogènes aussi pour les entreprises aujourd'hui, hein, le prix de l'énergie, donc ceux qui sont passés, par exemple, qui ont passé leur flotte au gaz, aujourd'hui effectivement économiquement c'est quand même plutôt plombant. Donc l'hydrogène, on en a parlé, c'est quid demain. Il y a effectivement ceux qui sont encore au thermique avec l'accès aux ZFE, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais ça va devenir aussi problématique. Donc oui, changement. La conduite du changement est en cours, mais il faut que derrière on ait des offres qui soient économiquement viables et qu'on ait des stations qui permettent aux transporteurs de pouvoir utiliser ces énergies à des points de ravitaillement espacés pour qu'ils puissent continuer à rayonner sur l'ensemble de la France et faire le travail qu'ils font aujourd'hui. Voilà, donc oui, des changements à venir, mais qui doivent être pensés aussi dans un cadre de survie et de performance économique de l'entreprise. Alors, il me reste 20 secondes, 19 maintenant, pour tous vous remercier. On a été obligé de raccourcir un petit peu les tables rondes. Je suis désolée parce qu'on a pris un peu de retard au départ. Merci à vous quatre. Merci. Et puis, à vous croiser tout à l'heure autour du buffet probablement. Merci à vous. Merci.